Merci. Alors, bonsoir, je demanderai de vous lever debout pour un moment de réflexion. Merci de vous asseoir. Alors, bienvenue à la séance de conseil du 25 août. Je pense ce soir, on a peut-être le plus jeune citoyen qui assiste à une séance de conseil. Je pense qu'il faut mettre une marque sur le calendrier. Je ne sais pas quel âge elle a, votre fille, madame? 8 mois. Oh. On va voir si on est capable d'être le record dans les prochains mois. C'est pas une technique. Oh. On a peut-être perdu l'écran, on va quand même sur la page. Je vais le C'est pas grand-chose. OK. Alors, point numéro 1, c'est ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, présentation à l'Assemblée publique. 3.1, reconnaissance d'organismes en vertu de la politique de reconnaissance des organismes de la ville. 3.2, Assemblée publique de consultation, projet de règlement numéro V535-8 et V539-15. Point numéro 14, première période des questions. Point numéro 5, administration, 5.1, financement et refinancement, résolution de concordance de courte échéance et de prolongation à un emprunt par obligation au montant de 7 229 000 qui sera réalisé le 5 septembre prochain. Point numéro 6, 6.1, adoption du deuxième projet de règlement numéro V539-15, modifiant le règlement de zonage numéro V539 afin de préciser différentes modalités et d'ajuster la configuration des zones dans le secteur du centre-ville et du parc industriel. Point numéro 7, gestion contractuelle. 7.1, octroi du contrat pour les travaux de réfection de la toiture de l'usine de filtration. 7.2, location avec option d'achat pour un tracteur multifonction, les services des loisirs de la culture et de la vie communautaire. Point numéro 8, organisme et développement économique, aucun point. Point numéro 9, ressources humaines. 9.1, embauche d'un brigadier scolaire. Point numéro 10, autres sujets. 10.1, reconnaissance de la Société d'histoire de Donnacona à titre d'organisme reconnu en vertu de la politique de reconnaissance des organismes de la ville de Donnacona. 10.2, directive du ministère de la langue française relative à l'utilisation du français. Point numéro 11, deuxième période de questions. Point numéro 12, affaires nouvelles. Non, je n'ai pas d'affaires nouvelles de mon côté, monsieur le maire. Non, ça n'est pas de mon côté. Super. Alors, point numéro 13, dépôt des documents. 13.1, dépôt de la liste des déboursés du 8 au 21 août. Et point numéro 14, levée de la séance. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance, j'ai besoin d'un proposant. Je propose. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Je propose. Alors, point numéro 3, présentation publique. 3.1, reconnaissance d'organismes en vertu de la politique de reconnaissance d'organismes de la ville. Alors, ce soir, nous avons le privilège de reconnaître un nouvel organisme au niveau de la ville. Société d'histoire de Donnacona. Alors, procéder à la remise officielle du certificat et je le rendrai au responsable de l'organisme, M. Franck Morel, qui va venir me rejoindre à la. Qu'est-ce que je fais? Techniquement, La deuxième. Oui, la deuxième. Je tiens à féliciter M. Morel d'avoir pris ça en main. Disons que la Société d'histoire, c'est quelque chose qui était attendu depuis longtemps. Et puis, je crois que c'était le bienvenu d'avoir ça dans nos rangs, nouvel organisme on va pouvoir se référer. Il y a beaucoup de personnes entre nous qui sont des fervents d'histoire, pas juste de la ville de Donnacona, mais des alentours. Et puis ça, je pense que c'est important d'avoir un organisme qui va finalement reconnaître le tout. Alors, félicitations, M. Morel, d'avoir pris l'initiative. Bien apprécié. Merci. Je ne vais pas être dans vos photos. Oui, il commence à grandir. Hein? J'ai réglé ça.
Oui. On va prendre une des deux sens. Parfait. Merci. Et même les autres membres de notre famille, vous voulez y aller? On va prendre une photo de famille. Ah ben. Oui, c'est moi. On va en prendre deux. Oui. Frédéric, oui, je te vois. Oui. Alain, non, je vois. Après ça, tu le tires entre ta bédaine. Fais du qu'il peut. Ça va pas long. C'est vrai que Benoît, t'es pas capable. Parfait. Ah, merci. C'est tout? Parfait. Ouais. C'est un plaisir. Merci. Implication. Ouais, ça du plaisir. Oui. Bonne rentrée. Oui, ça sent bien vite. C'est déjà commencé. Oui, ben vous autres, de votre côté. Comment vous êtes dans? Étudiant? Oui. Ben, je veux dire, maintenant. Oui, c'est important. Oui. Merci beaucoup, tout le monde, bonne soirée. On a festé, là. Parce que la lettre va nous faire un compte rendu à Internet. Merci. Hey, merci. Merci. Soirée. Alors, 3.2, Assemblée publique de consultation au projet de règlement numéro V535-08 et V539-15. Je demanderai à M. Fillon, s'il vous plaît, de donner le point de la Bonsoir. Bienvenue à l'Assemblée de consultation publique pour les deux projets de règlement identifiés à l'écran, soit V535-08 modifiant le règlement, le plan d'urbanisme plutôt, et le règlement numéro V539-15 modifiant le règlement de zonage V539. Donc, vous allez voir, il y a quelques modalités qui sont particulièrement plutôt administratives et des modifications du règlement pour apporter des clarifications ou encore faciliter le travail des inspecteurs ou de la ville dans l'application de la réglementation et parfois corriger même des coquilles ou des situations qu'on se rencontre en cours d'application qui seraient préférables de modifier ou de bonifier pour justement rendre la réglementation plus flexible ou compréhensible. Donc, commençons par le règlement modifiant le plan d'urbanisme V535-08, dont le projet a été adopté le 14 juillet dernier. Donc, le règlement se veut d'abord dans le but de prévoir certains moyens de mise en œuvre associés à l'objectif du plan d'urbanisme, qui est de reconnaître le périmètre d'urbanisation comme étant un lieu de concentration des activités urbaines. On va voir plus tard un petit peu qu'est-ce qu'on a modifié par rapport à ça. Revoir aussi le texte relatif aux activités préconisées à l'intérieur des affectations résidentielles de faible densité, de moyenne et mixte pour faciliter l'augmentation du nombre de logements à l'intérieur de ces zones ou de ces affectations lorsqu'on parle du plan d'urbanisme. Et on modifie aussi la carte des grandes affectations à deux endroits à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, soit dans le secteur du centre-ville et dans le secteur du parc industriel. Je vais rentrer plus dans le détail un petit peu plus loin dans la présentation.
Donc, le plan d'urbanisme est composé particulièrement d'objectifs. Donc, l'objectif d'aménagement relatif à l'urbanisation, on ajoute un quatrième moyen de mise en œuvre à l'objectif 2.1, qui est finalement d'envisager l'adoption d'un règlement sur les PPC- afin de favoriser la revitalisation et la mise en valeur ou la densification de certains emplacements, compris dans le noyau urbain. En gros, ce qu'on veut avec cet objectif-ci, c'est de faciliter par une plus grande flexibilité la densification de certains secteurs où ce sera approprié en fixant par ce règlement-là sur les PPC- certains objectifs pour permettre la densification dans des zones où un certain nombre de logements est fixé par le règlement de zonage, mais que le PPC- peut revenir sur présentation de projets pertinents répondant à des critères particuliers, permettre de densifier un petit peu plus certaines zones pour répondre à la demande du milieu et selon le contexte et selon la qualité des projets. On vient aussi à la sous-section 5.2.1 dans le texte relatif aux activités préconisées dans l'affectation résidentielle de faible densité, ajouter encore une fois la mention que dans certaines situations particulières, il serait pertinent plutôt d'ajouter un certain nombre de logements accessoires grâce à l'utilisation du règlement sur les PPC-. Dans l'affectation de moyenne densité, encore une fois, on vient modifier de deux façons le texte relatif aux activités préconisées dans l'affectation résidentielle de moyenne densité, en retirant la mention que les habitations multifamiliales dans ce type d'affectation doivent contenir un maximum de 4 logements. Encore une fois, pour faciliter et rendre plus flexible le règlement, pour ajouter un certain nombre de logements en n'étant pas limité à un maximum de 4. Et on ajoute aussi une mention comme de quoi le nombre de logements ou d'étages peut cependant être augmenté dans le cadre d'un projet particulier de construction, soit par l'application d'un nouveau règlement qui pourrait être adopté de PPC-. Ensuite, à la sous-section 5.4.3, toujours dans le plan d'urbanisme, on vient modifier le texte relatif aux activités préconisées à l'intérieur des affectations mixtes. Donc, les affectations mixtes, c'est les endroits sur le territoire où on peut permettre à la fois du résidentiel et du commercial. Donc, dans une même zone ou dans un même bâtiment, on peut venir mixer ces deux types d'activités. Et à nouveau, on vient retirer dans le texte qui décrit ce type d'affectation la mention que les usages résidentiels doivent comporter un maximum de 4 logements pour, encore une fois, permettre la flexibilité que le règlement sur les PPC- pourrait nous apporter. Et finalement, dans le plan d'urbanisme, on vient modifier les feuillets 1 et 2 de la carte intitulée « Les grandes affectations du territoire », donc les grandes affectations qui sont les grandes délimitations de où on peut faire certains types d'usages. Donc, entre autres, on vient modifier l'affectation centre-ville, qui est agrandie à même une partie de l'affectation résidentielle de moyenne densité, qui est juste voisine, pour y inclure la totalité d'un lot voisin. Donc, la carte n'était pas nécessairement à jour par rapport à des modifications cadastrales qui ont eu lieu dans les dernières années. Et on prend l'opportunité de la modification du plan d'urbanisme pour intégrer cette modification-là. Je vais vous le montrer sur une carte là, tout de suite après. Et l'affectation résidentielle de faible densité est agrandie à même une partie de l'affectation résidentielle de moyenne densité pour y inclure aussi les lots suivants. On voit ici à l'écran l'affectation centre-ville qui est régularisée par l'ajout d'un lot là, qui a été créé à même la zone résidentielle de moyenne densité voisine, mais qui maintenant appartenait, pour ceux qui connaissent le secteur, là, à la propriété de la résidence Sainte-Marie. Et un peu plus bas, un peu plus au sud, on vient intégrer finalement une partie de l'affectation résidentielle de moyenne densité plutôt à l'affectation résidentielle de faible densité. Oui, c'est ça, évidemment. C'est l'emplacement de votre résidence. Oui. Oui. C'est un peu dans l'objectif de ce qui avait été discuté l'année dernière. Exactement. En fait, on le saura suivant la fête de l'Assemblée s'il n'y a pas de questions et d'opposition. Oui, oui, je vais vous rappeler. Moi aussi, j'ai trouvé que c'était un drôle de hasard ce matin, mais vous êtes devant. Donc, deuxième modification qui concerne plus le plan, le parc industriel, comme je le disais au départ. Donc, on vient modifier les feuillets 1 et 2 de la carte 2, intitulée Les grandes affectations du territoire, qui est encore une fois présentée au chapitre 5 du plan d'urbanisme. On vient, l'affectation du parc industriel est agrandie à même une partie de l'affectation commerciale, commerce structurant pour y inclure des lots voisins.
Donc, on vient encore une fois, considérant des acquisitions qui se sont faites dans le parc industriel, puis rendre un peu plus le parc industriel consolidé en lien avec ce qui est possible d'y faire. On vient agrandir une partie de la zone industrielle à même la zone commerciale voisine. Et même chose, l'affectation commerce structurant est agrandie à même une partie de l'affectation parc industriel pour inclure à la fois le lot 4 777 597. On fait un petit échange d'affectation dans ce secteur-là pour prendre en considération la présence à la fois du Grand Ruisseau et, comme je le disais, d'acquisition de la part d'entreprises industrielles qui veulent s'agrandir. Donc, vous le voyez ici, on vient prendre en considération la présence du Grand Ruisseau qui venait délimiter de façon un peu complexe la zone qui passait en plein cœur de la zone de commerce structurant, ce qui rendait un peu impossible le développement des terrains au nord du Grand Ruisseau. Et suivant l'acquisition par une entreprise industrielle des terrains au nord du Grand Ruisseau, justement, ben, on fait le choix maintenant d'agrandir la zone industrielle, ce qui va donner plus d'opportunités pour le parc industriel et en même temps prendre en compte une réalité environnementale où les commerces structurants qui s'installeront dans la zone identifiée en rouge ne pourraient pas de toute façon développer au nord du Grand Ruisseau. Donc, on vient régulariser cette petite partie-là aussi. Oui. Généralement, les commerces structurants, c'est des commerces qui sont voués à une échelle plus régionale. Ils ont un plus grand gabarit, je dirais, pas juste un commerce de proximité où on va desservir une clientèle très locale avec des petites surfaces de commerce, généralement un peu plus grandes surfaces qu'on va desservir plus à l'échelle supra-locale ou régionale, directement. Oui, ou encore le commerce de détail plus comme Tigre, Géant, SAQ, des commerces qui vont vraiment viser une clientèle qui est au-delà des limites de la municipalité. Et conséquemment, en modifiant le plan d'urbanisme, c'est aussi parce qu'on venait modifier le règlement de zonage qui avait des impacts l'un sur l'autre. Donc, l'amendement V539-15, donc qui vient modifier le règlement de zonage V539. Donc, le premier projet a été adopté aussi le 14 juillet 2025. Celui-ci a quand même plusieurs objectifs, plusieurs modifications. Donc, je vais essayer de les passer un à la fois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, évidemment. Comme on le dit d'entrée de jeu, le règlement vient préciser différentes modalités, modifier certaines choses et ajouter la configuration de zones dans le secteur du centre-ville et du parc industriel. Donc, en modifiant les affectations dans le plan d'urbanisme, ça se découle directement dans le règlement de zonage et donc dans le plan de zonage. Donc, ça sera essentiellement les mêmes modifications et je vais quand même les représenter à la fin, là, comme ça sera la dernière modification qui sera présentée, mais c'est la même chose qu'on vient juste de voir là, dans le plan d'urbanisme. Donc, on vient modifier la terminologie du règlement de zonage par l'intégration de nouvelles définitions et on vient en modifier certaines. On va ajouter aussi l'usage école de dressage à la liste des activités faisant partie de la classe d'usage récréation intensive. On vise à autoriser l'emploi de conteneurs, quand on dit conteneurs, des conteneurs maritimes, entre autres, à des fins d'entreposage dans la zone commerciale C5, qui est délimitée en bordure de la rue de Pépin. Et aussi, dans certains contextes, dans les zones agricoles dynamiques. On vient retirer l'obligation d'appliquer la marge de recul avant maximale sur un terrain d'angle. On introduit aussi une disposition visant à assurer l'uniformité de la hauteur des habitations jumelées et contiguës, les maisons rangées. On vient préciser que la hauteur de bâtiment complémentaire à l'habitation ne doit pas excéder le fait du toit du bâtiment principal. Ça c'est plus de la sémantique, mais je vais revenir plus tard pour expliquer un peu cette modification-là. On vient soustraire les bâtiments complémentaires à un usage du groupe utilité publique, donc généralement les bâtiments complémentaires de type municipaux ou encore certains types d'utilité publique, comme par exemple Hydro-Québec, ceux qui ont des terrains qui sont plus voués justement à l'utilité publique sur le territoire. On retire certaines applications de normes qui ne doivent pas nécessairement être respectées pour des questions de stratégiques ou encore de facilité. Là, je l'ai expliqué un petit peu plus loin aussi. Donc, certains bâtiments complémentaires comme des garages, des postes de pub, des choses comme ça qui sont très difficiles parfois à implanter selon les normes qu'on applique plus dans le résidentiel, dans le commercial. Dans l'utilité publique, généralement, comme on applique des normes qui sont plus d'ingénierie ou encore stratégiques par rapport à un positionnement qui est important de respecter, parfois les normes de marge de recul sont impossibles ou très difficiles à appliquer. Donc, pour des raisons stratégiques, ce type de bâtiment-là ne devrait pas
ne devraient pas devoir respecter certaines normes pour faciliter leur implantation. On vient aussi assimiler certaines interventions effectuées sur un arbre, telles que l'étalement ou l'essimage à l'abattage d'arbres. On vient préciser quelques modalités applicables aux enseignes qui ne requièrent pas de certificat d'autorisation. Donc, ce ne sont pas toutes les enseignes qui requièrent un permis pour différentes raisons. Donc, on vient préciser certaines choses en lien avec cela. On vient permettre l'installation de génératrices dans les cours latérales et arrière d'un terrain selon certaines conditions. On agrandit, comme on en a parlé précédemment, là, dans les zones centre-ville CD1, la zone de faible densité RA1 et de même que la zone de moyenne densité RB7. Donc, on vient les agrandir et les modifier et on ajuste les limites des zones commerciales C12 et industrielles I2 afin qu'elles coïncident avec les lignes des nouveaux lots, là, comme je l'avais expliqué précédemment aussi, et les adapter finalement à l'emplacement de la zone tampon en conséquence. Donc, on avait une zone tampon dans ce secteur-là qui venait limiter l'aménagement des terrains. On vient la corriger pour prendre en considération les nouvelles limites de zone. Donc, on ajoute quelques définitions au règlement. Là, je ne les relirai pas, mais essentiellement, on vient définir ce qu'est un chenil selon notre réglementation, une clôture, une école de dressage, qui est un terme qu'on ajoute, là, parce qu'avant, on parlait essentiellement d'établissements d'élevage qui étaient uniquement autorisés en zone agricole. Maintenant, il existe des écoles de dressage plus commerciales qui se font à l'intérieur, sans refuge, sans élevage ou encore sans maintien d'animal sur place en tout temps. Donc, les écoles de dressage, les propriétaires de l'animal arrivent avec l'animal et repartent suite au cours de dressage. Donc, on voulait pouvoir permettre ce type de commerce-là dans le périmètre urbain. Comme l'école de dressage ou quoi que ce soit, est-ce que c'est strictement en prévision de ou il y a des possibilités qui est l'investisseur qui va avoir. Non, c'est en prévision de. C'est strictement en prévision. Oui, absolument. On n'a aucun pour parler avec personne présentement. D'accord. Oui. C'est juste pour faire la distinction, parce que souvent, on se faisait parler que c'était complexe, justement, d'en ouvrir une. On a vu cette expérience il y a quelques années. Parce que le règlement de l'ONAP, dès qu'on parlait de chiens, d'écoles de dressage, de présence d'animaux dans le périmètre urbain, autre que les animaleries, c'était tout le temps associé à établissement d'élevage uniquement autorisé dans le milieu agricole. Là, on voulait permettre, par exemple, quelqu'un qui veut faire un cours d'acrobatie ou un cours d'élevage, de dressage de chiens, soit pour bonne séance ou encore faire des concours d'habileté, de pouvoir le faire dans une école, dans un local approprié à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. On a voulu faire la distinction dans le règlement avec chenil et école de dressage et non pas seulement établissement d'élevage qui englobait un peu tout ce qui concerne les animaux finalement. Donc, on vient faire un peu la distinction pour que quelqu'un qui veut louer un local approprié quelque part au centre-ville ou dans une zone commerciale, qui n'a pas d'impact sur son milieu immédiat parce qu'il n'y a pas de cage à l'extérieur, par exemple, il n'y a pas de cour extérieur où ça peut venir nuire au voisinage, car ça se passe vraiment à l'intérieur. Les gens arrivent avec l'animal, repartent avec l'animal. On voulait permettre ce type de commerce en tant que tel dans le périmètre urbain. C'est dommage parce que le dressage, c'est pas le chien qu'on dresse, c'est les humains qu'on doit dresser pour comment fonctionner avec le chien. Oui. J'en ai suivi, moi, les cours de dressage avec des chiens. C'est complètement différent de qu'est-ce qu'il y a là. Apprendre à marcher avec un chien, et ces choses-là, comment ça fonctionne, puis tout. Le faire obéir, le faire écouter. C'est ça le dressage. Et ça s'apprend par l'adulte, pas par le chien. Ah, je suis d'accord. D'accord. Ensuite, on ajoute une définition de patio terrasse. Tout le monde sait un peu c'est quoi, mais pour une question de faire des distinctions parfois entre patio et galerie et autres, on voulait juste apporter une petite précision. Pension pour petits animaux aussi. Propriété, un terme assez général. Muret, remorque, donc véhicule sans moteur destiné à être traîné ou tiré par un autre pour être déplacé. On modifie certaines définitions aussi. Abri d'hiver, on enlève la notion de pour automobile. Maintenant, les abris d'hiver type tempo, on pourrait dire, il y en a pour toutes les sauces. Donc, ce n'était pas nécessairement approprié quand on voulait appliquer la réglementation de dire que c'était vraiment soit seulement pour les automobiles, les piétons ou encore les portiques. Là. Donc, il y en existe pour différentes choses. Donc, on voulait que dans le règlement, ce soit clair que quand on applique la réglementation, ça s'applique à tous les types d'abris d'hiver. Bâtiment complémentaire intégré, on vient corriger le fait que certaines normes qui s'appliquent à ce type de bâtiment-là
permettre certaines choses et on voulait que ça soit clair dans le règlement qu'un bâtiment intégré, c'est-à-dire un bâtiment, par exemple, un garage collé sur une maison, pour qu'il en fasse partie, qu'on considère comme étant intégré, pour qu'il se soustrait aux certaines normes de superficie de bâtiments complémentaires. Il faut absolument qu'il y ait 2 pièces qui communiquent à l'intérieur. Et même chose pour une construction complémentaire intégrée. Là. Ça vient faciliter le travail des inspecteurs, mais ça clarifie aussi cette notion-là là, pour ceux qui nous font des demandes de permis. Centre commercial, il y a certaines normes qui sont plus permissives au niveau de l'affichage, entre autres. Donc, on voulait bien préciser qu'est-ce que exactement un centre commercial. Donc, on voulait simplement préciser que c'est au moins 3 établissements sous le même toit là, pour qu'on considère ça comme un centre commercial. Serre privé, encore une fois, on sait un peu tous c'est quoi une serre. On voulait simplement bien préciser que c'est un bâtiment complémentaire dont le toit et les murs ou les parois sont essentiellement recouverts de matériaux laissant porter la lumière. C'est des précisions, encore une fois, pour faciliter l'application et la compréhension de la réglementation. Classification des usages, bon, je l'ai mentionné plus tôt, on ajoute la mention d'école de dressage à l'activité récréation intensive, où, donc, présentement, le seul endroit où la récréation intensive est autorisée sur le territoire, c'est sur le terrain du golf à Donnacona. Mais c'est un usage qui pourrait éventuellement être porté ailleurs. Puis, comme les écoles de dressage, on a déjà des demandes et quelqu'un pourrait à ce moment-là venir faire une demande de modification réglementaire pour permettre un projet. Et cet ajout-là pourrait être fait ailleurs sur le territoire éventuellement. On vient aussi au niveau dans la section sur la forme et le genre de construction qui sont défendus. Donc, normalement, les conteneurs maritimes sont interdits partout sur le territoire, sauf là où ils sont autorisés, finalement. Et au deuxième paragraphe, on vient modifier à cet article-là, particulièrement de la section 5.1, on ajoute la zone C5, qui est en bordure de la rue Pépin, qui était une des seules zones qui contient actuellement des commerces liés à la catégorie services automobiles qui ne permettaient pas l'ajout de conteneurs maritimes. Donc, suite à une demande qui nous a été faite et à une certaine logique, là, en regardant le règlement, on propose d'ajouter cette zone-là aux zones qui permettent aux zones commerciales d'obtenir ou d'avoir sur leur terrain, selon des normes évidemment d'implantation, de camouflage et d'utilisation, les conteneurs maritimes. Et à cette fin-là, comme je l'avais dit d'entrée de jeu, on vient aussi modifier au 3e paragraphe de cette même section que les conteneurs maritimes peuvent être permis aussi en zone agricole, donc à des fins d'entreposage accompagnant une exploitation agricole enregistrée à des fins d'entreposage et non pas là, à des fins de construction. Donc, la 5e modification, on vient modifier la marge de recul avant maximale, en fait, la section sur les marges de recul avant maximale. Dans le secteur où on veut construire, soit commercial ou résidentiel, il y a toujours une marge de recul avant minimale vers la rue. Il y a aussi un maximum duquel le bâtiment peut se construire par rapport à la rue. Sur les terrains d'angle, un terrain de coin, là, comme on dit normalement. Normalement, la marge de recul avant applicable ne s'appliquait seulement, ne s'appliquait pas pour les jumelés ou les maisons rangées, mais là, on vient la rendre inapplicable pour tous les types de bâtiments, parce que quand les gens avaient des grands terrains de coin, par exemple, ça les obligeait à construire la maison sur le coin de la rue et non pas un peu où ils voulaient sur le terrain. Puis après ça, il était comme toujours pris à avoir une grande marge de recul d'un côté latéral, puis une grande marge arrière. Là, ça leur donne de la latitude pour pouvoir se construire un peu où ils veulent sur leur terrain par rapport à la marge de recul maximale avant sur le terrain d'angle. Ensuite, au niveau de la hauteur des bâtiments principaux, à la section 6.3.2, on ajoute un article 6.3.2.4, donc qui sera applicable aux bâtiments jumelés ou contigus en rangée. Celui-là, je vais le lire parce que je pense qu'il s'explique de lui-même. L'agrandissement ou la modification d'une unité d'habitation jumelée ou contiguë visant à augmenter sa hauteur en étage ou en mètres est interdite. Cette modalité ne s'applique pas si l'ensemble des unités d'habitation jumelées ou contiguës est agrandi ou modifié pour en augmenter leur hauteur de façon identique. L'idée derrière cet article-là, c'est qu'on ne voulait pas qu'un propriétaire de jumelé et son voisin, lui, décide il ne veut pas s'agrandir, il ne veut pas augmenter en hauteur, puisse augmenter d'un étage un jumelé, alors que l'autre de l'autre côté, lui, demeure, par exemple, à 1 ou 2 étages et l'autre devient de 2 à 3 étages, ce qui pourrait nuire à la fois à la quiétude du propriétaire voisin, mais aussi à la sécurité par rapport au mur mitoyen. Donc, on voulait absolument que les bâtiments jumelés ou en rangée, si un propriétaire veut augmenter d'un étage, par exemple, son bâtiment, mais il doit le faire de façon
de façon en collaboration avec son voisin là, pour que le bâtiment se hausse de la même façon des deux côtés. Hauteur des bâtiments complémentaires à l'habitation, on vient modifier plusieurs sections de l'article 7.2. Dans ce cas-ci, c'est vraiment une question de vocabulaire, mais aussi d'application. On vient remplacer à tous ces endroits-là, donc à ces articles que vous voyez à l'écran, donc pour les normes d'implantation générale, pour les normes relatives à l'implantation de garage privé ou de débris d'auto, pour les constructions d'agréments, pour les normes relatives aux antennes paraboliques et aux normes relatives aux vérandas. On vient modifier le terme hauteur du bâtiment principal par le space de toit du bâtiment principal, dans le sens où, présentement, de la façon que la hauteur de ces bâtiments-là maximum est calculée, c'est qu'on calcule la hauteur maximum, la hauteur existante du bâtiment principal et en hauteur absolue, le bâtiment complémentaire ne peut pas être plus haut que cette hauteur absolue-là. Là, dans l'application au quotidien, on s'est rendu compte que c'était un peu complexe d'appliquer ça de cette façon-là. Et maintenant, tout bâtiment qui est mentionné ici dans ces articles-là ne pourra pas dépasser de manière réelle sur le terrain la hauteur du bâtiment principal en réalité. Là, quand on va le construire, une fois qu'il va être là, est-ce qu'il va réellement dépasser le bâtiment principal et non pas sur papier, chacun leur hauteur, est-ce qu'il dépasse la hauteur du bâtiment principal? En termes d'application, puis en termes d'objectifs de cet article-là, c'est beaucoup plus logique. Donc, on vient simplement modifier du vocabulaire, mais ça a un impact quand même à la fois sur la réglementation, mais l'application aussi pour l'inspecteur municipal qui dans le quotidien, vient appliquer cet article-là, ou ces articles-là plutôt sur la hauteur des bâtiments complémentaires. On vient modifier le tableau qui résume l'ensemble des normes là, aussi par rapport à ces modifications. Les normes d'implantation applicables aux constructions complémentaires, aux usages autres que l'habitation, j'en ai parlé rapidement tantôt, là, les normes prescrites au paragraphe 1 à 4 pour implanter des bâtiments complémentaires qui sont de nature d'utilité publique. Je vais pratiquer ce soir sur ce mot-là, je pense. Ne s'appliqueront plus pour faciliter justement leur implantation en considérant que ces bâtiments-là, généralement, ne peuvent pas s'implanter qu'à un seul endroit ou doivent s'implanter à certains endroits très spécifiques concernant l'ingénierie ou encore les infrastructures qui les entourent. Ensuite, abri d'hiver, la sous-section 7.5.2 est modifiée pour, on l'a mentionné plus tôt, retirer la mention que les abris d'hiver ne sont pas seulement pour automobiles, pour porte d'entrée ou pour les piétons. Dans l'application, encore une fois, là, de leur période de retrait où ils sont autorisés. Là. Donc, encore une fois, ça vient faciliter les choses lorsqu'on en retrouve sur le territoire et qui ne touchaient pas uniquement des autos, des portes d'entrée ou des piétons. Normes relatives aux conteneurs, on en a parlé un peu plus tôt aussi. Normes à la zone C5, on vient modifier le paragraphe pour permettre les conteneurs dans cette zone-ci. On vient aussi les autoriser en zone agricole dynamique en ajoutant un troisième paragraphe à la sous-section 7.5.6. Et on vient préciser cependant que dans les zones agricoles, ce sont un maximum de 3 conteneurs maritimes qui pourront être installés sur la propriété de l'exploitation agricole en respect des normes existantes là, de camouflage, d'implantation et d'utilisation. Normes relatives à l'abattage, le premier alinéa de l'article 9.3.4.2 est modifié ainsi. Donc, il est défendu de couper un arbre d'un diamètre supérieur à 10 cm, mesuré à 1,3 m au-dessus du sol, ou d'en supprimer plus de 50% de la cime d'un tel arbre. Donc, ce qu'on s'en rend compte, c'est que des fois, les gens voulaient abattre un arbre, ne pouvaient pas. Puis encore là, ça demande un complexe d'application, parce que ça reste qu'il faut constater le décès de l'arbre suivant le tout, mais ça reste que ça nous donne un peu plus de latitude dans l'application de cette réglementation-là qui a été aussi rendue plus sévère là, au niveau provincial. Donc, quelqu'un qui couperait la cime de son arbre pour l'abattre avec le temps. Donc, là, on coupe la tête de l'arbre, puis au bout d'un an ou deux, l'arbre meurt. Ben, on pourrait à ce moment-là, avec cet article-là, suivant la réglementation provinciale, aussi sur l'abattage d'arbres, appliquer le même article que si la personne l'avait tout simplement abattu du jour au lendemain. Pour éviter que les gens utilisent cette méthode-là pour contourner la réglementation. Normes relatives aux enseignes. Donc, certains types d'enseignes, entre autres les enseignes municipales, provinciales, fédérales, en lien avec la signalisation, en lien avec
L'affichage de bâtiments publics ne nécessite pas nécessairement de permis et ne sont pas nécessairement non plus comptés dans le calcul des superficies parce que ce n'est pas nécessairement de l'affichage commercial. Quand on inscrit, par exemple, hôtel de ville ou qu'on inscrit école primaire, tel nom, bien évidemment, ce ne sont pas nécessairement des enseignes commerciales. Mais dans l'application, certains types de bâtiments, ce n'était pas toujours clair si on devait ou pas utiliser la méthode de calcul et exiger des permis. Donc, on est venu ajouter quelques précisions, finalement, pour faciliter l'application et la compréhension du règlement lors de ce type de demande-là. Et on a ajouté en moins d'indications contraires, ces enseignes ne sont pas comptabilisées dans le calcul de la superficie maximale d'affichage autorisé par établissement. Et suivant les quelques exemples qui sont mentionnés plus bas ici, sans que ce soit exhaustif, là, on venait ajouter les enseignes identifiant un établissement institutionnel public. C'était surtout le cas des écoles là, qui nous intriguaient à certains moments. Donc, on n'était pas toujours sûr jusqu'à quel point les écoles pouvaient mettre leur nom à plusieurs endroits sur le bâtiment, puis l'afficher de quelle grandeur on devait considérer. Mais considérant que ce n'est pas de l'affichage commercial, qu'on jugeait approprié que les écoles, les bâtiments publics, les bâtiments qu'on doit bien identifier pour que ça soit bien facile à trouver et qu'on puisse leur donner des noms en plus de mentionner leurs fonctions. On venait préciser cette mention-là dans le règlement pour faciliter l'application de cette norme qui ne nécessite pas justement de certificat d'autorisation pour ce type d'affichage. Norme relative au chenil, donc la sous-section 18.1.2 modifiée par la définition suivante. Donc, un chenil est un établissement ou tout endroit aménagé destiné à la reproduction, la vente, la garde, le dressage ou l'élevage de chiens. Donc, c'était encore une fois simplement une précision pour venir faire la distinction entre école de dressage et chenil à proprement dit, qui eux sont uniquement autorisés en zone agricole avec des normes de distanciation et autres normes d'implantation. Et on vient tout simplement modifier le terme aussi là, dans l'article 18.2.2 parce qu'avant, on parlait d'établissement d'élevage. Et pour terminer, le plan de zonage est modifié à même, comme on l'a montré tantôt là, par rapport au plan d'urbanisme. Donc, on vient agrandir la zone du centre-ville C1 à même une partie de la zone résidentielle de moyenne densité RB7 pour y inclure la totalité du lot voisin. Et on agrandit la zone résidentielle de faible densité à même une partie de la zone résidentielle de moyenne densité. Même chose pour le parc industriel, ce sont les mêmes modifications. On vient simplement de transposer dans le plan de zonage et le règlement de zonage. Donc, on agrandit la zone industrielle I2 à même une partie de la zone commerciale C12. On vient corriger l'emplacement de la zone tampon aussi qui doit être conservé entre ces deux zones-là, donc un boisé d'une douzaine de mètres environ pour différentes mesures d'atténuation. Et on vient agrandir la zone commerciale C12 en même une partie de la zone industrielle I2 pour inclure une portion là, qui correspond à la bande tampon, la zone du Grand Ruisseau. Voilà, c'est ce qui termine les explications. Est-ce que vous auriez des questions? C'est beaucoup trop, je sais. Merci à vous aussi. Merci, monsieur. Dans ce conseil. J'ai arrêté de partage. On va aller à une autre partie. C'est comme ça. André, je suis en qui ça.
Tu proposes de recette? C'est par exemple que j'ai expliqué. Ah, c'est bon, une tablette. Sinon, on va présenter celle-là. Courriel. Des vedettes. Petit problème technique. Au montage. Oui. C'est Courriel. Bon, excusez, de l'enjeu technique. Donc, M. Pignon vous a présenté en fait, l'ensemble des dispositions du règlement, des règlements d'urbanisme, donc la modification règlement du plan d'urbanisme, c'est du règlement de zonage. Maintenant, dans le règlement de zonage, le B539-15, il y a des dispositions qui sont susceptibles d'approbation référendaire. Donc, ces dispositions-là, il y en a certaines, et non toutes, il y en a certaines qui sont susceptibles d'approbation référendaire. Donc, on verra un peu le processus, puis on va voir qui ça concerne et qui pourrait faire une demande d'approbation référendaire. Donc, comme je mentionnais, le projet de règlement, là, qui est le règlement numéro B539-15, vient modifier le règlement du zonage numéro B539, contient certaines dispositions qui sont susceptibles d'approbation référendaire. Donc, on les voit ici, on va les prendre. Donc, les dispositions qui sont susceptibles d'approbation référendaire. Donc, on a l'ajout d'usage d'écoles de dressage à la liste des activités faisant partie de la carte d'usage éducatif intensive, c'est l'article 5. Autoriser l'emploi de conteneurs à des fins d'entreposants dans la zone C5 ainsi que dans la zone agricole dynamique A, donc les articles 6 et 12. Retirer l'obligation d'appliquer la marge de recul avant maximale sur un terrain d'angle dans l'espace compris entre la ligne avant et le mur latéral dans le bâtiment principal sur l'article 7. Introduire une disposition visant à assurer l'uniformité de la hauteur des habitations publiques et contiguës, c'est l'article 8. Préciser que la hauteur d'un bâtiment complémentaire à l'habitation ne doit pas excéder le fait du toit du bâtiment principal, c'est l'article 9. Soustraire les bâtiments complémentaires à un usage du groupe utilité publique de l'application des normes d'implantation prescrites pour les bâtiments complémentaires à un usage autre que l'habitation, c'est l'article 11. Il y en a d'autres. Donc, permettre l'installation d'une génératrice dans les cours latérales et arrière d'un terrain selon certaines conditions, c'est l'article 15. Agrandir les zones centre-ville CV1 et résidentielles de faible densité RA. RA1 à même une partie de la zone résidentielle de moyenne densité AP7, ce sont les articles 18.1 et 18.2. Et finalement, ajuster les limites des zones commerciales C12 et industrielles I2 afin qu'elles coïncident avec les lignes d'une de l'autre dans les secteurs les plus épichés. Donc, c'est les articles 18.3, 18.4 et 18.5. Donc, ces 9 éléments-là sont des dispositions qui sont susceptibles d'approbation référendaire. Donc, on va voir un peu la procédure qui s'applique à ces dispositions-là. Donc, on est ce soir, le 25 août, c'est l'Assemblée publique de consultation. Donc, si vous avez vu dans l'ordre du jour, il y a un point concernant l'adoption du deuxième projet de règlement. Donc, ce soir, selon les commentaires reçus de conseil, évidemment, il n'y a pas de modification à apporter au projet de règlement. Le conseil pourrait, dès ce soir, adopter le deuxième projet de règlement. Évidemment, s'il y a des modifications qui seraient apportées selon les commentaires reçus,
ben, l'adoption pourrait être reportée, ce qui évidemment décalerait la procédure au niveau de l'adoption pour la suite des choses. Si le Conseil adopte, par exemple, ce soir le deuxième projet de règlement, il y aura un avis public qui va paraître dans les prochains jours, donc probablement mercredi. Et cet avis public-là va inviter les gens qui souhaiteraient s'opposer à une ou des dispositions à le faire selon ce qui est prévu à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, l'avis public qui va être publié conformément au règlement sur l'affichage des avis publics, donc sur le site Internet et à l'entrée de l'hôtel de ville. Donc, évidemment, l'avis va prévoir les modalités, les personnes, en fait, les procédures pour déposer une demande d'approbation préfectorale. Pour être valide, une demande doit remplir les 3 éléments. Donc, il n'y a pas de forme particulière, mais il va y avoir ces 3 éléments-là pour déposer une demande d'approbation référendaire. Donc, la demande doit indiquer clairement la disposition qui fait l'objet de la demande ainsi que la zone d'où elle provient. Donc, elle doit indiquer la ou les dispositions que le groupe de personnes souhaite s'opposer, souhaite se prononcer. Donc, ça ne peut pas être une opposition générale. Il faut vraiment cibler les dispositions qu'on a vues tout à l'heure. Elle doit être reçue au plus tard le 8e jour qui suit celui où l'avis public est publié. Donc, si l'avis public est publié le 27, 8 jours plus tard, la date limite pour déposer une demande valide serait le 4 septembre. Évidemment, comme je vous dis, si le règlement s'est adopté une séance ultérieurement, ben, ça va être en fonction de la date de l'avis. Et une demande doit être signée par au moins 12 personnes de la zone, donc ça fonctionne vraiment par zone, on va voir les zones tout à l'heure, ou la majorité des personnes s'il y a moins de 21 personnes à voter dans la zone. Donc, un groupe de personnes soit s'opposer dans une zone, il y a plus que 21 personnes à voter dans cette zone-là, il faut que la demande soit signée par au moins 12 personnes de la zone pour être valide. Donc, s'il y a une demande valide qui est reçue par une zone concernant une ou des dispositions, le Conseil a le choix d'abandonner la disposition. Donc, le Conseil adopterait un projet de règlement modifié en abandonnant la disposition qui fait l'objet d'une contestation ou poursuivre avec la procédure. La procédure suivante, on arrive au registre et ultimement, puis il y a assez de personnes qui viennent signer le registre. Ça pourrait aller jusqu'au référendum. Évidemment, tout ça suit les étapes et le Conseil peut décider d'abandonner la disposition pour poursuivre avec la procédure. Qui peut faire une demande, donc ça ne sera pas beaucoup des conditions d'un électeur. Donc, une demande, une personne physique. La date de référence, c'est la date de référence du deuxième projet. Donc, dans l'exemple que je donnais, si le deuxième projet est adopté ce soir, la date de référence d'électeur, de personne admissible, c'est la date de ce soir, le 25 août. Donc, la personne va être domiciliée dans les zones concernées et les zones contiguës. On va les voir un peu tout à l'heure. Depuis au moins 6 mois au Québec, majeure citoyenneté canadienne, ne pas être en curatelle, ne pas être frappé d'une incapacité de voter. C'est essentiellement les conditions pour être un électeur. Donc, il y a également, s'ajoutent les personnes qui sont propriétaires dans les zones concernées encore et contiguës, qui sont propriétaires d'un immeuble. Donc, les personnes qui ne sont pas domiciliées, mais qui seraient propriétaires d'un immeuble. Majeure citoyenneté canadienne, évidemment, c'est la même chose que les éléments de la capacité d'électeur. Même chose pour les copropriétaires ou occupants d'un établissement d'entreprise, je n'irai pas en détail, mais dans ce cas-là, bon, ça prend évidemment une procuration pour qu'une des personnes qui est propriétaire soit admissible à déposer la demande. Même chose dans le cas d'un registre ou d'une approbation référendaire comme ça, les personnes morales aussi peuvent déposer une demande. Donc, c'est le cas pour que la personne soit identifié en fait pour représenter l'entreprise. Donc, on va voir un peu les zones, les dispositions et les zones. Évidemment, il y a des zones qui touchent plusieurs zones, donc c'est très difficile de mettre en carte. Et il y a des fois, il y a plusieurs secteurs qui ça concerne isolés, donc on essaie autant que possible de montrer un peu toutes les zones concernées et les zones qui s'appliquent, mais ceci dit, c'est quand même difficile de couvrir tout. Donc, si jamais des gens ont des questions, des interrogations concernant est-ce que ma zone où je suis est constituée ou pas, évidemment, tant le service du greffe que le service d'urbanisme peuvent fournir des détails là, sur la délimitation des zones, s'il y a un immeuble, par exemple, est dans la zone ou pas dans la zone. Donc, on va prendre chacune des dispositions. Donc, au niveau de l'ajout de l'usage de code d'adressage à l'aise c'est en partie de la classe d'usage. M. Pignon l'a mentionné tout à l'heure, donc on a introduit cette disposition dans notre règlement, mais à l'heure actuelle, la seule zone
ou récréation intensive est admissible, c'est la zone REC1. Et la zone REC1, c'est essentiellement la zone de golf. Donc, on l'introduit dans notre disposition, mais éventuellement, s'il devait y avoir un projet, il y aura vraisemblablement une nouvelle disposition, une nouvelle modification. S'il y avait un projet d'école de dressage, il faudrait refaire une modification au règlement d'urbanisme, au règlement de tournage pour l'autoriser, qui serait vraisemblablement susceptible d'approbation référendaire. Donc, à l'heure actuelle, la seule zone qui est concernée parce qu'on est introduit dans ce type d'usage-là, c'est récréation intensive, et c'est la zone REC1. Et les zones contiguës à cette zone-là, là, on a R1, RB7, RB8, C5, RB13 et RA10. On va voir la carte après. Donc, une première fois, on voit la zone REC1, qui est vraiment la zone du terrain de golf. Et si on avance encore, on va voir les zones. Donc, la zone en bleu, c'est la zone concernée, et les zones en vert sont des zones contiguës. Donc, on voit R1, on voit RB7, on voit toute la zone même CV, puis de l'autre côté, du terrain. Donc, toutes ces zones-là sont des zones contiguës à la zone REC1. Donc, une demande pourrait venir de ces zones-là. Deuxième point, c'est celle de l'autorisation d'emploi des conteneurs à des fins d'entreposage dans la zone commerciale C5. Donc, il y a comme deux éléments dans cette disposition-là. Il y a C5, qui est en bordure de la rue Pépin, et il y a les zones agricoles dynamiques. Donc, pour les zones agricoles dynamiques, c'est ce qui est à l'extérieur du périmètre urbain. Encore là, c'est difficile un peu à mettre en carte, parce que c'est toutes les zones qui sont à l'extérieur du périmètre urbain. Mais on va voir C5 un peu plus loin. Donc, on a C5 qui est Pépin, et on a les zones qui sont contiguës à C5, donc c'est C4, C4, C3, Pépin 2 et U1. Pour les zones dynamiques, là, donc c'est toutes les zones qui sont à l'extérieur du périmètre d'urbanisation et les zones qui sont contiguës à ces zones. J'ai une question pour les conteneurs maritimes. Est-ce qu'on va demander la même procédure? Je veux dire, est-ce qu'on va lui demander comme des applis, comme on pourrait dire, ou on le met ça de côté? Quand c'est autorisé, par exemple, en parc industriel ou en parc commercial, oui. disons, les services automobiles n'ont pas à les habiller. Ouais. Par contre, ils ont des règles de camouflage. Ils ne peuvent pas nécessairement être visibles de la rue. C'est le son, ils doivent mettre des haies. Martin Côte, entre autres, c'est ça qu'il a fait. Certains, ce n'est pas toujours bien fait, parce qu'il y a une certaine notion de droit d'écrit là-dedans aussi, où des gens en avaient avant même d'entendre bien les premières réglementations sur les conteneurs maritimes, il y a peut-être une dizaine d'années. Et ceux qui en veulent aujourd'hui, maintenant, doivent respecter des normes d'implantation, de camouflage et d'utilisation, mais ils ne peuvent pas servir à n'importe quoi. Okay. Ça, c'est la même chose pour le secteur agricole. Oui, même chose. Okay. Merci. Donc, on voit C5 qui est la rue Pépin. Puis là, si on clique plus loin, donc on va voir les zones. Donc, on a le boulevard Les Écureuils, et on a aussi la portion au sud de la 138 là, qui sont des zones continues. Donc, dans cette modification-là, donc on pourrait avoir une demande qui provient de chacune de ces zones. Au niveau du retrait de l'obligation d'appliquer la marge de recul à l'avant, dans ce cas-là, c'est plutôt simple. Donc, c'est une disposition qui s'applique à l'ensemble du territoire. Donc, une demande peut venir de n'importe quelle zone du territoire. Ces deux dispositions-là concernent introduire une disposition visant à assurer l'uniformité de la hauteur des habitations grillées et contiguës et la hauteur des bâtiments complémentaires à l'habitation. Ce sont des usages qui sont des modifications qui sont des usages complémentaires à l'habitation, donc susceptibles de s'appliquer à tout le territoire, donc toutes les zones qui contiennent de l'habitation sont susceptibles. Là, quand on ajoute les zones contiguës, ça fait essentiellement l'ensemble du territoire. Donc, une demande ne peut provenir de n'importe quelle zone. Au niveau de les bâtiments complémentaires en usage du groupe utilité publique, ces modifications-là concernent vraiment les zones utilité publique. Je ne les ai pas mis en carte, là, mais il y a trois zones. Donc, le U1, c'est le dépôt à neige, U2, l'usine de filtration, et U3, c'est la station de traitement des eaux usées. Donc, ces zones-là et les zones contiguës à ces zones pourraient déposer une demande. Au niveau de la génératrice, permettre l'installation d'une génératrice, l'article 15, c'est une disposition également qui est susceptible de s'appliquer à l'ensemble du territoire. Une modification peut provenir de l'ensemble du territoire.
Agrandir les zones résidentielles CV1, résidentielle faible densité RA, quand même une partie de la basse densité, moyenne densité RB7, donc les activités 8.1, 18.2. Les modifications, en fait, concernent spécifiquement les zones CV1, RA1, RB7, donc c'est les zones qui sont touchées là, dans cette modification-là. Donc, les demandes pourraient provenir des zones concernées, évidemment, mais des zones contiguës. Là, on a RV2, REC3, CV2, CV4, RV8, REC1 et REC2 et VP1. Donc, on va les voir sur la carte suivante. Et ça couvre quand même un bon territoire. Donc, on voit les zones concernées spécifiquement. Donc, c'est les 3 zones pour lesquelles il y a des modifications qui sont assez hautes. Donc, évidemment, quand on rajoute les zones contiguës, les zones qui sont contiguës, ça représente quand même le pic qu'il y a eu la Terre au Saint-Laurent. Avec Notre-Dame et bon, des zones où il n'y a pas nécessairement de mais qui sont quand même en contact avec ces zones. Et finalement, donc, ajouter les limites de la zone commerciale C12, la zone industrielle I2. Donc, enfin, il va faire considérer avec les nouveaux lots des modifications qui spécifiquement s'appliquent aux zones C12 et I2. Donc, pour cette modification-là, une demande peut provenir des zones concernées, ainsi que des zones contiguës. À ces zones, donc, dans les zones contiguës, on a R8, C15, M6, C14, R8, B15, RC13, C11, C9, C10, C7 et I1. Donc, c'est une zone assez importante. On va cliquer sur le point. Je m'excuse, j'ai comme une préoccupation, par exemple. Les dames sont venues, sont restées 1 heure. Je comprends qu'ils quittent, mais je ne sais pas s'il y avait quelque chose de particulier. Je ne sais pas. Hypothétiquement, ils sont restés quand même 1 heure. Il doit y avoir des raisons ici. Oui. Oui. Donc, je complète. Donc, on a I2 et C12, donc, qui sont les zones là, OG et Piché. Donc, évidemment, ça, c'est les zones concernées. Donc, on a les zones contiguës à ces zones-là, qui sont les zones pour lesquelles il peut y avoir provenir des demandes. Donc, ça complète. Je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires concernant la procédure d'approbation de calendaire. Là-dessus, Non, bon. Est-ce que les dames ne venaient pas juste faire un tour, j'imagine? Oui, Oui. oui, c'est pas pour, c'était juste pour venir voir un peu comment ça se passait. Parce que je suis fatiguée. Pour eux autres. Parfait. Donc, ça complète là, au niveau de l'Assemblée publique pour les 2 projets. Alors, ceci complète les points numéro 3. C'est le point numéro 4 et la première période de questions. Est-ce que nous avons des questions en ligne, M. Lambert? Donc, les gens jusqu'à 15 ans cet après-midi, on n'a reçu aucune question par courriel. Okay. C'est des questions de la salle. là, et vraiment, bonsoir tout le monde. J'ai vu tantôt dans l'autre jour, vous prévoyez embaucher un brigadier. Moi, je suis ici pour la santé, la sécurité et pour la mienne et pour celle de tout le monde dans le coin ici. Ça fait plusieurs fois que j'en parle à plusieurs personnes. Ça va trop vite. Il y a des traverses de piétons pour les enfants le midi qui se traversent ici au coin de la rue et puis au coin là-bas. Est-ce que le brigadier est ici pour là? Ben, moi, j'aimerais qu'on en mette un, puis j'aimerais aussi qu'on mette un stop au coin du salon funéraire, donc un 4 stop, et un au pied de l'église, à côté de l'église, pour ralentir le trafic. Les gens montent la côte, M. Lurmois, vous le savez, on se donne un élan, on arrive en haut, on monte, on est rendu à l'hôtel de ville, on est rendu peut-être à 40-45, mais c'est une zone de 30. On part de Cap-Santé, on s'en vient par en bas, on monte la côte, on a un bon élan, on arrive en haut, puis oups, ça change à 30 dans le pied de la côte, mais personne ne ralentit rien. Moi, je demande ici à ce soir, pour la sécurité des enfants et de tout le monde, à ce qu'on ait un 4 stops au coin de la rue de côté, c'est ça, et une au pied de l'église, au pied de la côte de l'église pour ralentir le trafic.
Ah, c'est ça que je veux, parce que ça n'a pas l'air de voir passer ça. Ben, du côté de, pour répondre en partie, M. Ramon, pour le côté, je pense que ça a déjà été discuté avec Mme Blais, je pense, proposer un stock justement sur Notre-Dame, puis la place qui avait été identifiée, c'était justement au croisement côté. C'est ça. Notre-Dame. On a installé une traverse de piétons en plus, puis là, il n'y a pas de ça. Non, Pour le casier scolaire, on connaît la difficulté d'en trouver. Là, présentement, je pense qu'on va se concentrer pour l'instant le côté de l'église. OK, mais je pense qu'il faut faire de quoi, parce qu'il ne faut pas attendre qu'il arrive de quoi, là. Je suis d'accord. Ça passe à 60-70, et des fois même 90. Puis on ne voit pas bien non plus le 30 km. Peut-être qu'on pourrait installer le fameux écran de 30 km en haut de la côte, là, puisqu'on change le de golf, des choses comme ça, aviser le monde, mais tant qu'il n'y aura pas de stop, ça ne changera pas vraiment. Non, ça, ce que je disais, c'est qu'on ne voit pas bien non plus les 30 km/h. Ah oui, mais on sait la télé passe. Excuse-moi, excusez-moi, M. Germain, c'est que je vous vois souvent passer, puis vous êtes celui qui voit le plus vite en gamme. Avec ma Lamborghini, hein? Qu'on le voit bien ou pas bien, ben, je comprends, mais en même temps, quand ça roule le double et le triple, là, il y a une question de logique aussi, je trouve. Non, c'est ça, mais de surcroît, on ne voit pas bien non plus que c'est indiqué le 30 km/h. C'est ça, c'est des choses qui ont été mises, il est censé y avoir des aménagements sur la rue Notre-Dame, puis présentement, ben, j'ai participé à ça, on ne voit pas grand-chose de ce qui se passe, on est supposé d'avoir un nouvel aménagement, puis refaire ci, refaire ça, il ne se passe rien. Non, mais ça avance petit à petit, M. Raymond. Oui, je suis d'accord, mais... Ça avance, mais c'est petit à petit. Je suis d'accord, ça avance petit à petit, mais sécuritairement, puis ces choses-là, je pense que c'est des choses qui peuvent être placées et aussi réaménagées par après. Absolument, non, mais on en a, je pense que M. Germain l'a pris en note. On est votre avis. OK, donc je vous laisse là-dessus, bonne soirée. Merci. Merci, Raymond. Au revoir. Salut, merci beaucoup. Question. Numéro 5, administration. Dans le 5, on a financement et refinancement, résolution de concordance de court échéance et de prolongation à un emploi par obligation au montant de 7 229 000 sera réalisé le 5 septembre prochain. C'est normal. Oui, donc, considérant que conformément au règlement d'emprunt, on en a 13 là, qui on possède soit un financement ou un refinancement. Donc, ça va des. J'ai sorti là, par numéro. Là. On en a là-dedans qui touche lorsqu'on avait refait l'usine de filtration début des années 2010, lorsqu'on a refait la rue Côté, lorsqu'on a refait l'hôtel de ville, les terrains de tennis, la rue Piché. Il y a un financement, un premier financement pour notre gros projet des étangs actuellement et également pour l'achat de notre tracteur multifonction avec ses équipements. Donc, tous ces 13 règlements-là, il y en a qui sont en refinancement, il y en a qui sont en financement. Donc, il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence parce qu'on souhaiterait mettre une nouvelle série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 7 229 000 qui va être réalisé le 5 septembre. Dans les 7 229 000, pour votre information, on a quand même un 5 millions qui est uniquement pour les états aérés. Là. Donc, le 2 229 000, bon, se balance à travers les 12 autres financements ou refinancements. Donc, considérant que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, avec les différents numéros de règlement sur lesquels on a, que la Ville de Donnacona soit émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements, considérant que la Ville avait le 1er septembre 2025 un emprunt au montant de 1 699 000 sur un emprunt original de 2 400 000 concernant le financement des règlements d'emprunt, numéro V462, V463, V484, V533, V542, V545, V561, V571, V577,
V580 et V569. Considérant qu'en date du 1er septembre 2025, cet emprunt n'a pas été renouvelé et considérant que l'émission d'obligations qui va être réalisée le 5 octobre inclut les montants requis pour ce refinancement. En conséquence, et conformément au deuxième alinéa de l'article 2, il y a lieu de prolonger l'échéance des règlements d'emprunt que je ne vous redonnerai pas. Le but de la résolution est que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation conformément à ce qui suit. Donc, il y a 8 modalités. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 5 septembre. Les intérêts sont payables semi-annuellement le 5 mars et le 5 septembre. Les obligations ne sont pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. Les obligations seront immatriculées au nom de services de dépôt et de compensation et seront déposées auprès de CDS. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». Le 7e point, que CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêt aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte du centre de Port-Neuf avec le siège social sur la rue du Jardin à Montrouge, que les obligations soient signées par le maire et la trésorière. La Ville de Donnacona, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Puis, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2031 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt avec les numéros que je vous ai nommés tout à l'heure soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 5 septembre 2025. Au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou la partie du solde due sur l'emprunt. Et finalement, que compte tenu de l'emprunt par obligation du 5 septembre, le terme originel des règlements d'emprunt dont je vous ai nommé, les numéros, soit prolongé de 4 jours. C'est le but de la résolution. Si, donc je retrouve la proposante. Je propose. Qui est contre? Point numéro 5, point numéro 7, législation grecque. 6.1, adoption du deuxième projet de règlement numéro V539-15, modifiant le règlement de zonage numéro V539 afin de préciser différentes modalités et d'ajuster la configuration des zones dans les secteurs du centre-ville et du parc industriel. Donc, on en a parlé amplement. Donc, considérant que le règlement du zonage numéro 539 est entré en vigueur le 12 février 2014, le Conseil peut le modifier suivant une disposition de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant que le Conseil a entrepris une modification du plan urbanisme afin d'ajouter les limites des affectations à les secteurs de la rue Saint-Georges. Centre-ville, c'est que les rues Rouge et Piché dans le parc industriel. Considérant que le plan de zonage doit être modifié en concordance avec les ajustements qui sont apportés à la carte des grandes affectations du territoire du plan urbanisme. Considérant que le Conseil juge opportun d'élargir la possibilité d'employer un contrat à des fins d'entrepreneuriat à l'intérieur de zones supplémentaires. Considérant qu'il y a lieu de modifier la terminologie et de qualifier certaines dispositions de règlement de zonage. Considérant la tenue de l'Assemblée publique de consultation, donc la résolution de ce soir que le Conseil municipal adopte le deuxième projet de règlement numéro 539-15, modifiant le règlement de zonage numéro 539 afin de préciser différentes modalités et ajouter la configuration des zones dans les secteurs du centre-ville et du parc industriel. Merci. Alors, proposant. Je propose. Qui est contre? Point numéro 6, point numéro 7, gestion contractuelle. Alors, 7.1, emploi du contrat pour les travaux de réfection de la toiture de l'usine. C'est normal. Oui, donc, considérant le projet de réfection de la toiture du bâtiment de l'usine de fédération, que le projet est prévu au budget des immobilisations 2025, considérant l'adoption par le Conseil le 10 février 2025 du règlement V633, décrétant une dépense et un emprunt afin de procéder à des travaux de réfection des bâtiments, ainsi que le remplacement ou l'ajout d'équipements dans certains bâtiments.
Considérant l'offre reçue par l'entreprise Ultra-Toit Incorporée pour la réfection de la toiture du bâtiment de l'usine de filtration, considérant qu'en vertu du règlement numéro V578 sur la gestion contractuelle, la Ville peut conclure le contrat de gré à gré. Donc, le but de la résolution de ce soir est d'octroyer le contrat à l'entreprise Ultra-Toit Incorporée pour les travaux de réfection de la toiture du bâtiment de l'usine de filtration pour la somme de 131 301,45 $, incluant les taxes, et d'autoriser la dépense à même le poste budgétaire du Fonds général et d'affecter cette dernière au règlement de titre parapluie numéro V633. Alors, proposant. Je propose. Quelqu'un est contre? Maintenant, 7.2. Location avec option d'achat pour un tracteur multifonction pour les services des loisirs de la culture et de la vie communautaire. Oui, donc, considérant l'achat du tracteur multifonction qui est prévu au PTI pour l'année 2026, considérant que le tracteur actuel est brisé, que le coût pour la réparation est important. Donc, considérant l'offre reçue du groupe Lafrenière Tracteur pour la location avec option d'achat d'un tracteur multifonction, considérant que l'offre prévoit un montant de 10 000 pour la reprise du tracteur actuel et considérant qu'en vertu du règlement V578 sur la gestion contractuelle, la Ville peut conclure un contrat de gré à gré. Donc, le but de la résolution de ce soir est d'octroyer le contrat à l'entreprise Groupe Lafrenière Tracteur pour la location avec option d'achat d'un tracteur multifonction de marque Kubota pour les besoins du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire pour un coût de location de 11 497,50 taxes incluses, qui se répartit comme suit. Donc, 2 874,38 par mois pour 4 mois pour le restant de l'année 2025. Considérant également, le but de la résolution est évidemment que la Ville aura l'option de procéder en 2026 à l'achat du tracteur en location réduit d'un montant de 10 000 pour la reprise du tracteur actuel pour un montant total de 89 704,64 incluant les taxes, duquel sera déduit également le montant payé en coût de location, soit le 11 497,50, donc qui va être déduit à 100%. Et finalement, la résolution est d'autoriser une dépense de 11 497,50 du budget des opérations à même le poste budgétaire du Fonds général et de puiser cette somme à même les revenus supplémentaires de taxes municipales. Merci. Alors, on proposant. Je propose. Un compte. Ce qu'on fait, point numéro 7 dans le petit référent point numéro 9, ressources humaines. Alors, l'embauche d'un brigadier scolaire. Oui, donc on en a parlé tout à l'heure. Il était nécessaire de procéder à l'embauche d'un brigadier scolaire pour les besoins du service des travaux publics. Considérant la recommandation du comité de sélection qui est formé dans le cadre du processus d'embauche, qui a suivi la publication d'un offre d'emploi et la tenue d'entrevue. Donc, le but de la résolution est de procéder à l'embauche de M. René Jackson au poste de brigadier scolaire à titre d'employé temporaire en probation. Les conditions de travail sont celles qui sont prévues à la convention collective des employés municipaux de la ville de Donnacona. Et peut-être en complément d'information, on a eu l'embauche d'une brigadière il y a quelques semaines. Donc, les deux vont être en mesure de pouvoir se partager les journées de la semaine là, pour faire l'ensemble des 5 jours semaine à l'intersection de la rue Côté et de la rue de l'Église. Proposant. Je propose. Quelqu'un est contre. Alors, point numéro 10, autre sujet, alors 10 points, reconnaissance de la Société d'histoire de Donnacona à titre d'organisme reconnu en vertu de la politique de reconnaissance des organismes de la ville. Alors, on a fait la remise du certificat au début de la séance. Alors, j'aurai besoin d'un proposant. Je propose. Directive du ministère de la langue française relative à l'utilisation du français. Alors, considérant l'article 29.15 de la Charte de la langue française, stipule que tout organisme de l'administration auquel s'applique la politique linguistique de l'État doit adopter une directive précisant la nature des situations dans lesquelles il attend utiliser une autre langue que le français dans les cas où le permet les dispositions de la section 1 de la dite charte. Considérant que la ville de Donnacona est un organisme de l'administration visée et que l'organisation doit se conformer à la disposition, alors la résolution est d'informer le ministère de la langue française que la ville de Donnacona utilise exclusivement le français dans toutes ses communications et que la présente résolution tienne lieu de directive
En vertu de l'article 29.15 de la Charte de la langue française et que la présente résolution doit transmise au ministère de la langue française, diffusée sur le site Internet de la Ville de Donnacona et envoyée par courriel à tous les employés de l'organisation dans les meilleurs délais. Alors, je vous en propose un. Je propose. Quelqu'un? Alors, point numéro 11, deuxième période de questions. Il n'y a personne dans la salle. Alors, on se fait la deuxième période de questions. Point numéro 13, dépôt des documents. Alors, le dépôt des listes déboursées du 8 au 21 août dernier. La liste des chèques émis pour un montant de 86 005 la liste des dépôts émis pour un montant de 746 872,15 et la liste des prélèvements émis pour un montant de 60 320,21 et la liste des déboursés pour le service à la dette pour un montant de 136 543,19. Alors, avant de lever la séance, je vais faire part de quelques activités ici qui vont passer cette semaine et jusqu'à la fin de semaine. Alors, on va essayer de prendre l'habitude de vous en faire savoir. Alors, mardi, c'est la porte ouverte et demain. Ouverture des portes ouvertes à la Licorne de 15h à 19h qui vont offrir, présenter la nouvelle organigramme pour pour l'automne, c'est ça. Merci. Je vais accrocher. Le 31 août, c'est samedi, le 31 août, c'est la grande vente de garage sur la rue Notre-Dame qui va se dérouler de 8h le matin à 16h. Également, le 31 août, c'est le marche Telmarché. Alors, il va y avoir des exposants, des artisans, l'animation près du bar Saint-Donat avec des cours de danse en ligne des chansonniers qui va se dérouler de 11h le matin à 17h. Et également de l'animation à la place publique, le DI, qui va être animé par des adolescents. L'heure reste à confirmer. Et le tout va être mis le lendemain en cas de doute. C'est complète les activités pour la semaine. Maintenant, le point numéro 14, lever la séance. Je vous donne un proposeur pour faire la séance. Je propose. Merci, madame. Au revoir.